Voilà. Bien, bonjour. Donc, bienvenue à cette table ronde organisée par la Ligue des droits de l'homme sur le thème Big Brother est parmi nous. Donc, nous allons faire un peu le tour des relations qu'on peut établir entre la façon dont les films fantastiques montrent le monde, entre ce qu'on appelle les dystopies, c'est-à-dire les fictions qui nous montrent des sociétés imaginaires, et notamment des sociétés totalitaires imaginaires, et la réalité de la société d'aujourd'hui, dans tout ce qu'elle peut avoir d'oppresseur, dans tout ce qu'elle peut avoir d'hostile aux libertés et aux droits fondamentaux. Alors, pour en discuter autour de la table ici, David Morelli, qui est donc chargé de communication de la Ligue des droits de l'homme et passionné de cinéma fantastique, Didier Stiers, qui est critique de cinéma au soir et qui est passionné de cinéma fantastique, et John Pizzez, qui est administrateur de la Ligue des droits de l'homme, chercheur en sciences politiques et passionné de cinéma fantastique. Donc, les thèmes que nous allons aborder, c'est Big Brother est parmi nous, c'est-à-dire, au fond, les différentes manières dont, aujourd'hui, on contrôle, on supervise, on essaye de prévoir les comportements des individus dans toutes sortes de dimensions. Alors, petite introduction à toute cette thématique avec David Morelli. Voilà, bonjour à tous. En fait, depuis 2010, c'est en 2010 que la Ligue a commencé à s'intéresser aux nouvelles technologies. Elle a organisé cette année-là un cycle d'activités qui s'appelait Technologie Mon Amour, où elle a commencé à réfléchir à quelles étaient les implications des nouvelles technologies sur les droits humains, quels étaient leurs impacts potentiels ou avérés sur les droits fondamentaux. Et donc depuis donc cette année thématique, la Ligue a mis sur pied une commission, d'ailleurs, qui s'appelle la commission Nouvelles Technologies, et donc qui réfléchit à tous ces enjeux en termes de démocratie et de respect des droits humains que pose le développement d'outils technologiques et de toutes les lois et les éléments législatifs qui les régissent. Alors, la technologie est largement utilisée dans le cinéma de science-fiction, et ce souvent de manière particulièrement sombre et paranoïaque dans les contre-utopies, donc également appelées dystopies. Des films comme Brasil, Blade Runner, Bienvenue à Gattaca, Minority Report ont été particulièrement visionnaires en ce sens qu'elles ont appréhendé sous le mode de la fiction une fiction dystopique, des questions qui se posent en fait de plus en plus dans notre quotidien avec le développement des nouvelles technologies. Alors, les films cités et encore d'autres dystopies ont tous un point commun, c'est l'utilisation de la technologie comme outil de surveillance ou de contrôle plus ou moins autoritaire de la population. Alors, cette surveillance généralisée, elle a sa figure iconique, qui est celle de Big Brother, donc pour rappel, qui est apparu dans le roman de George Orwell 1984, et qui dénonçait en creux à l'époque les sociétés staliniennes et le nazisme. Alors, au fil du temps, Big Brother est vraiment devenu la métaphore absolue du régime policier, de l'état réducteur de liberté et de la société de surveillance. Dans le cadre des réflexions de la LDH autour en matière de nouvelles technologies, il est apparu de manière plus ou moins larvée que Big Brother avait, d'une certaine manière, pris sa place dans notre quotidien, mais aussi qu'il avait plusieurs visages. Alors, il n'est en effet pas nécessaire, à la différence du roman 1984, d'être dans une société totalitaire, stalinienne, nazie, fasciste, pour que les libertés fondamentales soient mises en péril par une surveillance omniprésente de la population ou de certaines franges de la population. Le développement des nouvelles technologies a permis via la mise sur pied de ce qu'elle permet, elle a permis d'intégrer la surveillance dans un cadre légal
particulièrement depuis le 11 septembre 2001, et donc un cadre légal qui est fortement empreint d'un fort courant sécuritaire. Alors, la sécurité pour la Ligue des droits de l'homme est un droit fondamental, au même titre que la vie privée, que le droit de manifester, mais on constate que depuis sans doute les événements du 11 septembre, ce droit à la sécurité semble devenir en tout cas est mis en concurrence avec d'autres droits et souvent est mis prioritairement, est mis en avant par les gouvernements et semble être le droit qui actuellement sert de base pour pas mal de mesures, entre autres de surveillance, et donc avec les conséquences potentiellement liberticides que ce choix politique et sociétal suppose. Alors, de manière presque caricaturale, l'affaire Snowden a révélé que oui, Big Brother, ça existait, qu'il avait des grandes oreilles façon Mickey Mouse, mais qui lui permettent d'opérer, sous couvert de lutte contre le terrorisme, une surveillance généralisée, tant de la population que, comme on l'a vu, des dirigeants, des ministères, des entreprises, and so forth. Donc le danger de cette surveillance prend encore à la fois à l'extérieur du corps social, mais également à l'intérieur. Alors à l'extérieur, comme on vient de le dire, c'est la NSA, les services secrets anglais, ou plus largement les gouvernants, qui renforcent les mesures sécuritaires de manière à nos yeux disproportionnée et sans doute peu soucieuse des droits fondamentaux dans le cadre ou sous couvert de mesures contre le terrorisme. Mais le danger provient également de l'intérieur et il est sans doute plus larvé, plus retors, mais non moins liberticide, parce que nous, donc chaque citoyen, via son utilisation de Facebook, des réseaux sociaux, des programmes de géolocalisation, on se transforme nous-mêmes en Little Brothers, consentant, sans doute pas toujours conscient de ce que nous faisons, mais donc nous opérons nous-mêmes une surveillance, appelons ça comme ça, des personnes qui nous entourent, mais aussi nous, en laissant des traces, en exposant notre vie privée, nous sommes aussi, nous laissons notre vie privée à la portée de pas mal de monde, et donc nous organisons notre propre potentielle surveillance. Alors pour lancer le débat, je voudrais aborder par 3 exemples liés au cinéma des pratiques et mesures qui existent actuellement en Belgique et sur laquelle d'ailleurs la Ligue des droits de l'homme travaille et qui établissent de manière assez troublante, voire parfois flippante, des liens entre la fiction et la réalité en matière de surveillance. Alors le premier exemple, c'est peut-être, on va dire, une version light de Big Brother, mais qui renvoie, comme dans 1984, à un rapport de méfiance clair et de flicage généralisé de l'État vis-à-vis de ses citoyens. Il faut savoir que fin 2013, la Belgique a transposé une directive européenne en droit belge, c'est la directive et la loi Data Retention. Voilà. Donc cette disposition et son arrêté d'exécution obligent les fournisseurs d'accès donc téléphonie et Internet, à conserver pendant 1 an des informations telles que qui appelle qui, depuis quel endroit, pendant combien de temps, depuis quel dispositif. Donc toute une série de métadonnées qui, donc la loi ne permet pas d'aller voir le contenu des messages, mais via toutes ces informations, ces métadonnées, elles permettent quand même d'avoir une série d'informations extrêmement utiles pour savoir quels sont nos contacts, quels sont nos déplacements, quelles sont nos habitudes de communication. Cette conservation générale des données à caractère personnel, la durée disproportionnée, plus d'1 an, du temps de stockage et les dangers de piratage liés à ce stockage mettent en péril une série de droits fondamentaux comme le droit à la vie privée, la liberté d'expression, mais aussi de manière peut-être plus pointue pour certains publics comme les journalistes.
le secret des sources est mis en danger, ou pour les médecins ou les avocats, le secret professionnel. Donc une mesure qui, si on regarde bien, pour ceux qui ont vu V pour Vendetta ou Brésil ou le Fils de l'homme, où là, je veux dire, certains groupes étaient visés, ici, ça vise véritablement l'ensemble de la population résidant en Belgique qui, en gros, est considérée par l'État comme plutôt qu'un innocent potentiel, là comme un coupable potentiel. Donc il y a vraiment un retournement de la présomption d'innocence dans cette logique de conserver les métadonnées de l'ensemble de la population. Alors il y a 15 jours, la directive a été annulée par la Cour européenne de justice, qui l'a considérée au même titre que la Ligue des droits de l'homme comme étant disproportionnée, mais voilà, comme je le disais, ces objectifs révèlent quand même un rapport assez inquiétant entre l'État et les citoyens. Alors le deuxième exemple que je voulais donner renvoie, lui, de manière troublante au film Minority Report avec Tom Cruise. Pour rappel, Minority Report, ça raconte quoi? En gros, c'est une société qui n'est pas une société totalitaire, qui est, on va dire, une démocratie, oui, peut-être un peu avec des pouvoirs de police relativement forts, mais où donc via des personnes qui ont des dons de précognition, les précogs, la police intervient de manière préventive avant que des meurtres ou des méfaits, ou en fait simplement, même pourquoi pas un mari qui va battre sa femme, mais donc intervient avant qu'un délit soit commis. Depuis le 18 février 2013, dans le cadre, une nouvelle fois, de la lutte contre le terrorisme, le Code pénal comporte une nouvelle incrimination, qui est celle d'incitation indirecte au terrorisme. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'une personne qui tiendrait un discours n'appelant aucunement à la commission d'infraction terroriste pourrait se voir condamnée, même en l'absence de toute commission d'infraction, parce que le juge aurait le sentiment de déceler dans le discours un message caché, incitant à la commission d'un acte. Bref, une interprétation complètement subjective, l'intuition d'un juge qui, à la différence des précogs, n'est pas officiellement doté de pouvoir de voyance, mais donc qui peut néanmoins ici, dans la réalité, aboutir à la condamnation de quelqu'un pour un acte qui n'a pas été et qui, sans doute, n'aurait pas été commis. Cette loi, en fait, instaure quelque part un délit d'intention, donc ce qui porte pour le moins atteinte à la liberté d'expression de tous, mais plus particulièrement, cette loi est dangereuse pour des personnes qui participent à des mouvements sociaux, des mouvements de contestation ou des mouvements politiques, et qui proposent des réflexions sur la société. On peut parler des syndicats, même des enseignants, des journalistes, donc qui proposent une réflexion de la société qui, pourquoi pas, discours qui pourraient dénoncer des normes ou des injustices sociales, voire même, pourquoi pas, faire pression sur les gouvernements ou remettre en question les fondements de la société. Et donc cette remise en question des fondements de la société peut être, dans le cadre de cette vision d'incitation indirecte au terrorisme, pourrait être considérée comme une incitation au terrorisme, puisque la société en tant que telle peut être remise en question. Donc dans ce contexte, il n'est absolument plus utile qu'une infraction soit commise, préparée ou même envisagée. L'intention conférée à des déclarations suffit pour être poursuivi. Voilà, donc qui est peu rassurant quant au respect présent et à venir de la liberté d'expression. Enfin, donc, troisième et dernier exemple, de manière plus insidieuse, comme je l'ai dit en introduction, chacun d'entre nous participe d'une certaine manière à la big brotherisation de la société, ou plutôt à sa little brotherisation. Pas besoin, comme dans des films comme THX 1138, Elyséum, ou le roman de Damasio, Le Monde du dehors, d'avoir des puces sous-cutanées ou des codes barres ou une empreinte biométrique pour que les individus puissent être tracés. Comme je l'ai dit, voilà, on participe à notre propre traçage, que ce soit à travers nos inscriptions pour des applications gratuites via les smartphones ou des applications sur notre PC, en fait, où on offre
généreusement, pour une application gratuite, nos données personnelles à toute une série, que ce soit des sociétés commerciales ou à ceux qui sauront faire quelque chose de ces informations. Ça a une valeur extrêmement précieuse. Ils n'en demandaient pas tant. C'est vraiment extrêmement simple d'avoir des informations sur nous, sur nos goûts, sur qui nous sommes, sur nos envies, et plus particulièrement pour les sociétés commerciales, pour pouvoir définir nos envies actuelles, voire futures. Ce traçage, il passe aussi par des programmes comme Foursquare, où en gros, nous retirons volontairement la possibilité de nous déplacer de manière anonyme dans une ville. On pointe les endroits où on est, et les endroits où on est, ça peut aussi donner des indications sur nos goûts, sur pourquoi pas nos mœurs, tout à fait, sur nos politiquement, quel type d'endroit on fréquente. Donc ça n'est clairement pas anecdotique. Ou enfin, des programmes comme Facebook, je veux dire, c'est un peu tarte à la crème, mais c'est vraiment le programme qui s'est tellement développé que vraiment nous exposons aussi nos goûts et juste en fait notre vie à quasiment à tout un chacun. Via l'utilisation de ces outils technologiques, donc nous facilitons l'accès à notre quotidien, à nos goûts, à ce que nous sommes de manière intime. Alors maintenant, ceux pour qui ces données personnelles ont une valeur informative, il y a un accès extrêmement aisé à tout ça. Le prix à payer, c'est sans doute celui de notre vie privée. Alors, chacun, évidemment, met la valeur qu'il veut dans cette vie privée. Mais nous, en tout cas, la Ligue des droits de l'homme, on considère que c'est une valeur qui mérite d'être défendue, parce que c'est une valeur qui est également le fondement d'autres valeurs et droits, comme le droit à la liberté d'expression, le droit à la manifestation. C'est une valeur qui vraiment mérite que l'on continue à s'y attarder. Alors voilà, donc 3 exemples concrets qui montrent en tout cas une certaine porosité entre le monde de la fiction et la réalité au quotidien. Il y a évidemment beaucoup d'autres exemples qu'on va sans doute aborder ici pendant le débat et la conversation avec les autres participants. Merci. Merci David. Alors avec Didier Sirce, on pourrait peut-être essayer de faire un petit peu l'inventaire de ces différentes manières d'intervenir ou d'envahir notre vie privée, notre liberté, telles qu'elles sont présentées dans les différentes productions du cinéma fantastique. Est-ce qu'il y a des exemples, en dehors de ceux que David vient de citer, des exemples encore plus frappants ou tout aussi frappants d'un futur potentiel dans lequel, effectivement, des machines ou des pouvoirs utilisant des machines viendraient intervenir dans notre destin? Mais en fait, pardon. Moi, je vois surtout dans la production cinématographique récente, ce qui arrive sur nos écrans, nos grands écrans, qui n'est pas forcément nécessaire d'aller chercher dans les films très pointus ou dans le cinéma underground, justement, pour se rendre compte que c'est aussi entre guillemets, une préoccupation. Évidemment, après, on nous le vend comme des produits commerciaux, c'est des blockbusters, c'est pour aussi rentrer dans ses frais. Mais il y a toute une série de films qui sont sortis plus ou moins récemment, des blockbusters, justement, où cette thématique est traitée de manière plus ou moins claire, plus ou moins directe. Alors, le plus récent qui me vient en tête, c'est par exemple Divergente. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la moindre idée de ce dont il retourne, c'est l'adaptation d'une série de romans à succès, des romans pour les jeunes, évidemment, un peu comme Hunger Games. Et il y est question d'une société qui a survécu à une grosse catastrophe et pour se perpétuer a dû réinventer une manière de fonctionner. Là, on est déjà quelque part dans l'idée d'abandonner certaines libertés, certaines prérogatives pour se donner une certaine assurance. Alors ici, en l'occurrence, on a des castes, des factions qui sont spécialisées et dans lesquelles sont versés tous les habitants, une fois passé le test qui va déterminer quelles sont leurs aptitudes les plus évidentes et donc révéler leur appartenance à l'une ou l'autre de ces castes. Alors l'héroïne du film, évidemment il y en a une, c'est qu'elle a trop d'aptitudes, ce qui fait d'elle une divergente et donc elle choisit d'appartenir à une caste en particulier, mais sa divergence évidemment représente un danger pour cette société puisque
comme vous le savez tous, à partir du moment où on ne rentre pas dans le moule, on est tout de suite beaucoup plus difficile à contrôler. Voilà. Je vous spoile pas la suite, au cas où vous auriez envie de voir ce film. Je signale juste que, évidemment, on bascule très très vite dans la romance et dans le film d'action. Donc la fine analyse est un petit peu laissée au libre choix du spectateur. Ceci dit, certains chroniqueurs, ils sont pas fréquents, il faut les chercher, se sont quand même amusés à décortiquer un tout petit peu cette histoire de dystopie, notamment en termes d'ingénierie sociale. Et donc, en grattant un peu, on peut effectivement voir une illustration dans ce film de la manière dont s'exerce le contrôle social. Et donc, ben voilà, en se retrouvant, je résume, intégré dans l'une de ces factions, l'individu fait évidemment une croix sur les rêves qu'il pouvait éventuellement avoir, puisqu'il faut se conformer, et de même que s'effacent progressivement les traits caractéristiques de son identité propre. Alors, là, on est dans le contrôle social, on est dans Big Brother, on est dans la dystopie, et puis ces histoires de société d'après la catastrophe, c'est aussi évidemment ce qu'on retrouve à la base de cette autre franchise qui elle, a bien cartonné, c'est Hunger Games. Là aussi, on est dans une série de romans à la base qui ont été portés là à l'écran par des gens plutôt doués. Et ici, ben, on a en fait des contraintes qui sont exercées sur une population clairement scindée en riches et en pauvres, on va dire ça comme ça, et cette contrainte s'exerce via des jeux, sorte de descendants des jeux du cirque, retransmis en télévision. Et donc, ben, voilà, je suppose que vous en avez entendu au minimum parler. Les vainqueurs sont adulés, procurent des avantages à leur famille, et les perdants, bon, on s'en fout, ils meurent de toute façon, donc le souci est réglé. En gros, ça s'appelle de la télé-réalité. Donc c'est pour dire que quelque part, Big Brother, c'est aussi par là que ça peut fonctionner. Et là, on y est déjà via ces programmes qu'on nous impose ou qu'on accepte de se voir imposer de manière plus ou moins consentie. Ils sont déjà dans nos salons, hein, finalement. Alors, Big Brother, au cinéma, c'est pas non plus tout le temps une administration ou un dictateur. Puisqu'on est dans des sociétés capitalistes, ça peut aussi être évidemment une firme toute puissante ou un conglomérat de sociétés plus ou moins définies. Et alors là, dans la production récente ou à venir, il y en a encore des exemples. Ils abondent. Dans le dernier Spider-Man, par exemple, c'est cette fameuse société Oscorp. Dans le remake de Robocop qu'on devrait voir dans pas très longtemps, c'est Omnicorp. Et là, je souligne en plus que le gars qui a réalisé ce nouveau Robocop, José Padilla, entre parenthèses, c'est quelqu'un qui a déjà traité par le passé de ce genre de sujet, puisqu'on lui donne notamment les 2 films de la série Troupe d'élite. Voilà. Donc finalement, les exemples abondent dans ce cinéma dit commercial. Ils couvrent très très largement le thème de cette table ronde. Et puis on peut encore en prendre un petit dernier, Captain America, qui à mon avis aussi peut-être un des plus intéressants, en tout cas le Captain America 2, pas le 1 qui était quand même assez mou du genou. Ce 2, à part les séquences d'action obligatoires, parce que bon, on est quand même dans un blockbuster, nous ramène aussi d'une certaine manière à un cinéma, comment je dirais, un peu intelligent, comme on en avait dans les années 70, le genre thriller d'espionnage, un peu façon 3 jours du Condor. Donc là, les personnages évoluent dans un univers qui est en proie à une espèce de paranoïa ambiante. Et là aussi, ils décident évidemment d'accepter des pratiques, des comportements ou des règles que, en d'autres temps, on aurait jugé parfaitement antidémocratiques et relevant de la dictature de base. Voilà, je voulais juste terminer par une toute petite réflexion, et ça nous ramène au bif évidemment, faite par Benjamin Rocher, qui a réalisé un des 2 volets de ce film de Goal of the Dead. Quand on lui demande pourquoi les zombies, en l'occurrence, c'est ce qui le préoccupe pour l'instant, et les séries aussi avec des zombies, pourquoi ça a tant de succès aujourd'hui? Alors sa réponse, c'est que parce que peut-être aujourd'hui on vit dans une société où ce n'est plus un individu qui crée une menace, on n'est plus dans le monde de l'ennemi public numéro 1, mais on nous présente des groupes comme étant les menaces. Et donc voilà, les zombies, par définition,
ça fonctionne en groupe, et c'est aussi peut-être pour le spectateur une manière d'aller exorciser quelque chose qu'il sent planer. Hein. Bon, toi tu as donné des exemples et des détails très précis. Le spectateur lambda dont on fait partie n'est peut-être pas aussi au fait de ce qu'on est en train progressivement de lui imposer. Mais voilà, ça reste peut-être une pratique de santé publique d'aller voir ce genre de film et se dire c'est que au cinéma quelque part. Merci bien. Merci bien. Donc, au fond, on pourrait aussi parler de séries, parce qu'il y a une série qui m'a frappé, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Person of Interest, dans laquelle, effectivement, il y a des caméras avec des logiciels et des algorithmes incorporés qui permettent à un savant très bien informé, qui a accès à tous les fichiers personnels des personnes, de prédire soit des actes dont ils vont être victimes, soit des actes dont ils vont se rendre coupables. Et donc il y a cette obsession présente dans ce genre de cinéma ou dans ces séries de déceler les dangers potentiels et, comme Didier vient de le dire, de déceler les groupes qui sont des groupes à risque. Et bizarrement, John, on trouve dans ce genre de cinéma et dans ce genre de littérature des interventions du pouvoir d'État ou des interventions d'un pouvoir supérieur, parfois effectivement un pouvoir privé, mais souvent un pouvoir d'État, qui s'appliquent à tout le monde, qui sont généralisées, et comme si la société était uniforme, comme s'il n'y avait pas d'inégalité dans la société. Ce phénomène de l'inégalité sociale, il apparaît très peu dans ce genre de cinéma. Oui, en effet. En réfléchissant un peu à ce débat, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les films de science-fiction qui sortent ou fantastiques qui sortent depuis 30 ou 40 ans sont faits des films très profondément pessimistes. Ils se terminent presque tous mal. On est très loin pour parler de blockbuster de Star Wars où à la fin il y a des gentils Jedi qui tuent les méchants Jedi, ou une dimension un peu démiurgique où on croit que le progrès à la fin parviendra à surmonter les obstacles qu'il crée parfois lui-même. Donc la plupart du temps, que ce soit des thrillers post-apocalyptiques ou des espèces de descriptions de catastrophes environnementales, à la fin la société s'effondre plus ou moins et tout ce qui reste c'est comme dans Le Personnage qui est sorti il y a quelques semaines, c'est une ou deux personnes qui, après la grande catastrophe, l'explosion de tout, courent tout nus dans la neige en se disant mais est-ce qu'on va parvenir à recréer quelque chose. Et d'habitude, c'est à ce moment-là où le film se termine et le spectateur se dit « Waouh, c'est quand même ambigu comme fin, quoi. » Quelque chose comme ça. Alors que c'est pas du tout ambigu. En fait, j'ai l'impression que la plupart du temps, les réalisateurs qui font des films fantastiques sont des grands libéraux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très préoccupés par la préservation et la sauvegarde des libertés individuelles. Il ne faut pas que l'être humain soit opprimé par le système, il ne faut pas que l'être humain soit opprimé par l'État, il faut qu'il puisse s'exprimer de manière autonome, il faut que le mâle alpha ou la femelle alpha, comme dans Divergente, puisse exprimer l'entièreté de ses potentialités contre un méchant système social qui l'opprime forcément. C'est vraiment la logique, là pour le coup, de Big Brother. C'est d'abord un pamphlet contre le communisme, Big Brother, avant d'être un pamphlet contre les autoritarismes de manière générale. Et donc, ce sont des dénonciations tout à fait salutaires, mais qui font quoi ? Qui laisse passer quoi comme message ? La première, c'est qu'il n'y a que les individus qui se sauvent, jamais les groupes. Le deuxième, c'est que ce contre quoi ils se battent, c'est toujours un système, mais dont les caractéristiques restent au fond assez indéterminées. Ce qu'on sait, c'est que le système sont les méchants. Par exemple, l'Omnicorp, c'est une méchante... Omnicorp, c'est une méchante entreprise, mais alors quelle est la différence entre une méchante entreprise et une bonne entreprise ? On imagine que la bonne entreprise, c'est le gentil savant de je ne sais quel film fantastique qui va donner un bon gadget aux gentils pour contrer les méchants, comme dans Iron Man par exemple. Donc on ne sait pas très bien si ces films s'élèvent contre un système économique, pour un système économique, s'ils accordent une quelconque importance à des mécanismes collectifs d'oppression. C'est pas du tout évident, et même comme dans un film comme Hunger Games, où c'est vrai qu'il y a des gentils et des méchants,
Mais en fait, il s'agit juste d'un pays qui opprime d'autres pays, au fond. C'est-à-dire, il y a un pays qui en envahit d'autres, et ce pays domine les autres. Mais au sein de ces différents pays, il n'y a pas de division entre riches et pauvres. Il y a un méchant système médiatique omniprésent qui, de nouveau, opprime les gentils individus qui vont devoir se libérer, qui, d'ailleurs, se libèrent de nouveau qu'à grand-peine et toujours de manière individuelle. Et donc, tous ces films renforcent cette impression de pessimisme. On ne sait pas contre qui on se bat. D'ailleurs, les zombies, c'est peut-être un groupe, mais c'est un groupe sans visage, sans parole, sans revendication, etc. Donc on ne sait pas contre qui on se bat, on ne sait pas pourquoi on se bat, on ne sait pas à quoi ça va amener, et de toute façon, ça se termine en catastrophe. Et ne survit la catastrophe qu'un petit enfant qui sourit, ou une jeune fille avec des longs cheveux, ou quelque chose comme ça. Et donc, quand des études postcoloniales ou critiques disent le cinéma fantastique, le cinéma d'horreur, c'est le comble de la subversion, on pourrait retourner les termes de la subversion et dire c'est le comble de la passivité. On nous apprend à nous rebeller, mais sans cause. Donc, de ce côté-là, je trouve qu'il y a un côté un peu ambigu à ce cinéma. Oui, une autre chose que je voulais aborder avec John, c'est cette idée que de plus en plus, il y a des lois, effectivement, qui prévoient des mesures pour lutter, soi-disant, contre le terrorisme, pour lutter contre tel ou tel danger qui menacerait la société. Mais finalement, toutes ces lois aboutissent à une situation où c'est au juge qu'on demande de décider. Donc ce sont des lois qui prévoient des délits tout à fait vagues, du genre propos qui peuvent éventuellement inciter au terrorisme, des choses comme ça, et qui doit décider s'il y a ou non vraiment délit, s'il y a ou non matière à intervenir pénalement, c'est le juge. C'est ce qu'on appelle la délégation du juridico-judiciaire. Donc on fait d'une loi et puis on laisse se débrouiller les juges. Oui, alors normalement, le fonctionnement d'un État libéral, d'une démocratie libérale, c'est quoi? C'est deux choses. C'est d'abord la séparation entre différents pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Et c'est au sein même des mécanismes de la justice la séparation entre trois fonctions, c'est-à-dire le juge qui juge, la police qui traque le criminel et, alors un peu en marge des mécanismes de justice, ce qu'on appelle les institutions de renseignement qui informent l'État sur les personnes qui sont susceptibles de représenter un danger. Or, ce qu'on observe à travers les projets de loi de lutte contre le terrorisme, la loi visant à lutter contre les partis liberticides, et donc, en fait, tous les projets de loi et les textes dont tu parlais, c'est aussi ce qu'on observe dans pas mal de films fantastiques, c'est que toutes ces fonctions sont séparées. Ou plutôt sont confondues, exactement l'inverse, sont confondues. C'est l'exemple de Robocop ou de Judge Dredd, qui servent à la fois de policiers et de juges. C'est l'exemple de Minority Report, où ce sont les institutions de renseignement qui servent aussi d'institutions judiciaires. Et alors, tu le soulèves aussi, une autre perversion qu'on ne voit peut-être pas directement dans les films fantastiques, mais qui participe de la même logique, c'est cette manière qu'a le pouvoir exécutif ou législatif, non pas dans une logique de Big Brother de tout dominer et de traquer les gens et de décider tout à leur place, mais au contraire de déléguer de manière un peu hypocrite et paresseuse aux forces de police ou aux forces de renseignement le soin de donner du sens aux lois qu'ils édictent. Et alors, en fait, on a un basculement entre deux logiques. C'est-à-dire que la logique libérale, la logique de l'État libéral classique, c'est quoi? On est dans un État de droit qui lutte contre le crime. Le crime, ça se manifeste par des faits criminels. On tue quelqu'un, on dépasse la limite de vitesse. Et ces faits sont jugés nocifs parce qu'ils sont jugés d'une manière ou d'une autre moralement mauvais. Et ce qui illustre ces films fantastiques, mais c'est aussi la tendance vers laquelle on va, c'est qu'on passe d'une logique d'état de droit à une logique d'efficacité, c'est-à-dire que le but n'est pas que les autorités agissent en vertu de loi, mais qu'elles obtiennent des résultats. C'est qu'on passe d'une logique de crime, c'est-à-dire au fait qu'on poursuit des gens qui ont commis des crimes, à une logique de danger, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est pas qu'on commette ou pas quelque chose, mais le degré de nocivité ou de dangerosité qu'on peut représenter. C'est qu'on ne poursuit donc pas des faits, mais des intentions, comme tu l'as bien dit et comme tu l'as bien rappelé. Et enfin, qu'on ne lutte pas contre quelque chose qui est mauvais, mais quelque chose qui est risqué. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une société du risque. Et ça, c'est vraiment très présent dans le cinéma fantastique. On lutte contre un risque climatique, on lutte contre un risque d'épidémie, on lutte même dans le très très bon film Take Shelter
contre un risque qui n'est même pas vraiment identifié. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez le film, donc c'est cette personne qui construit un abri anti-atomique parce qu'il rêve que quelque chose va se passer, et on ne sait pas très bien ce qui va se passer en définitive, mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il le fait. Et donc, on bascule complètement de cette logique de criminalité à cette logique de risque. Mais le problème, c'est que le risque, de nouveau, il n'a pas de visage, il n'a pas de probabilité, il n'a pas de certitude. Et donc, et alors, paradoxalement, on rentre dans une logique d'hyper-transparence et traçabilité. C'est-à-dire que puisqu'il est partout et nulle part, ce risque, on va essayer de multiplier les instances et les moyens pour essayer de mieux le circonscrire. Et ça, je trouve que s'il y a quand même bien une chose que le cinéma fantastique aujourd'hui arrive bien à dépeindre, c'est ce basculement de ces deux logiques, je crois. Oui, quelqu'un veut faire un commentaire là-dessus. Pour revenir à ce que vient de dire John, sur cette obsession de la prévention, de l'intervention a priori, etc., il y a déjà des instruments qui sont mis en place et qui permettent de faire cette sorte de politique pénale prédictionnelle ou prévisionnelle. Et ça date pas d'aujourd'hui. Une des collaboratrices de la Ligue en parlait déjà en 2010, je crois. Oui, je pense. Ouais. Je pense que ça vaut la peine. Je vais vous lire un passage relativement court, mais donc qui montre cette logique de gouvernance préventive, de gouvernance statistique, où il y a vraiment une gestion préventive des risques pour que les choses n'arrivent pas, et donc tout ce qui est mis en place pour que ça n'arrive pas, et qui est en la matière pour le moins dangereux en matière de liberté fondamentale. C'est relativement court, mais je pense qu'il vaut mieux que j'utilise ces mots parce que c'est extrêmement clair ce qu'elle nous dit. La gouvernementalité statistique s'intéresse donc à quelque chose de relativement abstrait, la prédiction et surtout la préemption des comportements, par l'application d'algorithmes de profilage à des quantités massives de données émises par le corps humain et par la structuration physique, architecturale, informationnelle, contextuelle du champ d'action possible des individus. Il se focalise sur la prédiction afin non plus de maîtriser l'actuel, mais d'éradiquer le virtuel. À condition de disposer d'une quantité massive de données auxquelles on puisse appliquer les algorithmes de corrélation statistique, il devient possible de tout prévoir, sans plus avoir besoin de comprendre les causes des phénomènes, les causes des phénomènes, les émancipant de toute logique sous-jacente, de tout biais émotionnel entachant inévitablement l'observation humaine. La logique, si elle était poussée jusqu'au bout, a de quoi absoudre en partie les gouvernements lorsqu'ils s'abstiennent de remédier à certaines situations problématiques au regard des idéaux de justice. Les sujets du gouvernement statistique n'ont d'existence civique que morcelée. En fonction du contexte, ils seront alternativement, virtuellement ou potentiellement criminels, consommateurs, employés zélés ou démotivés, sans possibilité de repositionnement de ces fragments épars en fonction d'un fil autobiographique. Pris dans un réseau de codes d'intelligibilité algorithmique qu'il ne reconnaît pas lui-même, le sujet se trouve en outre partiellement dépourvu de possibilités de contestation, de la validité des prédictions faites à son endroit, de la légitimité et de la proportionnalité des décisions et interventions dont il peut par la suite faire l'objet. Les individus se voient privés de toute possibilité de témoigner tant des raisons qu'ils auraient de s'écarter des normes, qu'ils peuvent trouver injustes ou inutiles, que des désavantages structurels éventuels, socio-économiques, environnementaux, éducationnels, dont procèdent les comportements classés comme problématiques. Le gouvernement statistique anticipe l'avenir sans plus prêter d'attention à l'actuel, sauf en vue d'en prédire les débordements possibles. Donc on est vraiment dans une société qui s'invente le pire et qui gère l'actuel, le quotidien, en prévision de ce pire, et de ce pire, en tout cas, un pire considéré par ce que correspond pire pour des gouvernants ou pour une structure étatique existante. Donc c'est que ça pose pas mal de questions en matière de possibilités, de capacités de pouvoir envisager, réfléchir, remettre en question des structures préexistantes ou des fonctionnements sociaux existants. Didier, est-ce qu'on trouve des choses comme ça dans la filmographie là, je crois que tu connais ? Là, je crois qu'on est en plein dans The Minority Report, à la fois le film et la nouvelle aussi. Et j'ai retrouvé, en préparant un petit peu, un papier qui était paru dans le Morgan il y a un mois de ça à peu près, je pense, un commentaire sur un bouquin qui était sorti, qui s'appelle The Big Data Revolution,
de Big Data Revolution, donc écrit par un chercheur australien qui passe pour le grand spécialiste de ce qu'on appelle les data. Aujourd'hui, c'est le dada de beaucoup de gens, les data. Les journalistes aussi, évidemment. Et donc, il avait écrit cette espèce de somme en disant, en expliquant un petit peu la manière dont tout ça allait changer notre vie. Et c'était, dans un premier temps, un bouquin plutôt, je veux dire, positif, d'une certaine manière. Mais depuis, il y a eu évidemment la révélation il y a eu l'affaire Snowden, etc. Et puis ça a entraîné un tas d'autres révélations. Et donc, il a cru bon de s'exprimer. Et c'est là évidemment qu'on voit que c'est pas juste un fantasme. Il a cru bon de revenir sur ce bouquin en disant oui, mais il y a le revers de la médaille. On sème tellement d'informations derrière nous, parfois à notre insu, parfois en pensant qu'on ne sème rien du tout, alors qu'en fait oui. Que justement, on va, si on ne fait pas attention, on file tout droit vers une société à la Minority Report. Donc là, c'est vraiment l'exemple type, je dirais, c'est peut-être un peu la version ou la conséquence actuelle de ce qui était décrit dans 1984, peut-être d'une certaine manière. Envie d'ajouter justement dans ces informations que l'on va chercher, enfin que l'on laisse, mais aussi des informations que l'on va chercher. J'ai un exemple en tête qui avait justement été donné par la chercheuse dont je vous ai lu un passage, et donc il nous expliquait par exemple l'installation de capteurs de sudation dans certains grands magasins, donc dans dans des escalators, de telle manière quelque part à pouvoir statistiquement envisager à partir de quand une personne a un comportement normal ou pas, par exemple entre autres par rapport à la sudation. Il y a donc eu une série de statistiques qui ont été prises, à quoi correspond une sudation normale. Dès le moment où une personne, en posant la main sur l'appui de l'escalator, a un taux de sudation pendant un certain temps supérieur à la normale, il est donc considéré comme, en tout cas, potentiellement une personne à problème, parce qu'on ne sue pas spécialement pour rien, parce que peut-être quelqu'un est en train de préparer quelque chose, et donc forcément ça a une conséquence physique, et que donc tout ça, dans des politiques de sécurité, sont utilisés par cette personne. Je suppose que les caméras caméras de surveillance se tourneront peut-être de manière plus spécifique sur lui pendant son passage dans le magasin. Donc c'est vrai que donc toutes ces questions de prédictibilité, de statistiques, pose aussi la question, d'une certaine manière, de comment va-t-on pouvoir, on parle souvent de liberté d'expression, mais la liberté d'expression, c'est également le corps. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, même si maintenant les taux de sudation sont pris en considération, si des caméras, ce qu'on appelle les caméras intelligentes, vérifient via aussi toute une série de calculs, de statistiques, est-ce que notre comportement facial, est-ce que notre comportement corporel est normal par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc même ce langage du corps peut, s'il devient hors des normes qui sont des normes statistiques, donc on envisage donc le fait qu'on peut devenir un suspect en puissance, en tout cas dans le passage dans un lieu, dans un endroit. Et donc ça pose vraiment là la question on peut voir ça de deux manières, soit d'un conditionnement de la société, soit d'une conformisation, une conformisation de l'individu à certaines normes qu'il va falloir intégrer, même si elles sont non dites. C'est ça aussi un souci. Je veux dire, ce sont des éléments par rapport auxquels moi, si on ne m'avait pas dit que ça existait, je veux dire ce truc de sudation, je penserais même qu'on se moquerait de moi. Mais donc voilà, il y a une série de normes qui nous échappent, mais donc par rapport à laquelle, d'une certaine manière, on doit se conformer. On ne s'y conforme pas, il y a un risque que nous soyons considérés comme potentiellement un danger dans un endroit précis. Donc si vous allez dans les grands magasins, prenez les ascenseurs. Mais il y a quand même une chose qui me frappe, c'est que l'ensemble de ces mesures qui sont prises, ces mesures préventives, ces mesures restrictives, elles répondent quand même quelque part à une demande. Enfin, je veux dire, on vit dans une société où il y a une obsession de l'insécurité, où les gens ont le sentiment d'être menacés par toutes sortes de choses un peu indistinctes, justement, et où ils attendent des gouvernements et des pouvoirs qu'on prenne des mesures pour les rassurer. Est-ce que bizarrement, on n'est pas en train d'essayer de rassurer tout le monde
avec l'effet que plus personne n'est rassuré. C'est-à-dire que les mesures qui sont censées rassurer finissent par insécuriser profondément les gens. Et je me rappelle cette phrase de Theodore Roosevelt, si je ne me trompe, si vous êtes prêt à échanger la sécurité contre la liberté, vous n'aurez finalement ni l'un ni l'autre. Oui, en effet, c'est quelque chose que montrent d'ailleurs de nouveau tous ces films fantastiques. C'est une part de la dénonciation qu'ils essayent de proposer. C'est-à-dire, mais au fond, tous ces mécanismes de lutte contre la liberté, avec ces mécanismes de lutte contre la liberté, d'une part, on n'empêche pas le crime. Parce que on parlait de Minority Report en l'occurrence, il y a des criminels et ils sont souvent encore plus compliqués à coincer que les innocents précisément. Et donc non seulement ils n'empêchent pas le crime, mais en plus parfois ils créent le crime. Et c'est par exemple le thème d'Orange Mécanique par exemple, où une société hyper répressive amène à justement des phénomènes de débordement ou d'explosion qu'ils créent eux-mêmes et qu'ils conditionnent eux-mêmes. Alors pour revenir à ta question elle-même, c'est un peu le paradoxe de la transparence. C'est-à-dire, de grands cyniques de l'analyse politique disent, mais au fond, moins un pouvoir est transparent, plus il crée de la confiance, et plus un pouvoir est transparent, plus il crée de la méfiance. Et plus il crée de la méfiance, plus on demande de la transparence, plus encore il suscite de la méfiance. Ce qui peut aboutir à certains phénomènes où certains pouvoirs plus autoritaires reçoivent un degré d'assentiment plus élevé, alors que certains pouvoirs plus démocratiques suscitent un sentiment de défiance permanente. Et que ces pouvoirs plus démocratiques, néanmoins, reposent, et c'est là où tout se complique, reposent néanmoins aussi sur des mécanismes aliénants ou autoritaires. Et donc on est dans un système où, pour l'instant, les régimes démocratiques sont permanemment mis sous la défensive, à la fois sur leur gauche et sur leur droite, entre guillemets, c'est-à-dire que, d'une part, on dit « mais il nous faut des régimes plus efficaces », des régimes qui résolvent, qui sont capables de résoudre nos problèmes, et alors on demande plus d'autorité. En retour, ces régimes autoritaires, eh bien, ils fournissent aux gens ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de la certitude, de la simplicité et une saine obscurité, de telle sorte à ce qu'on s'inquiète de rien. Et donc, on est dans une phase où les régimes démocratiques, que je crois être fondamentalement tellement plus désirables que des régimes autoritaires, sont néanmoins toujours mis sur la défensive, avec ce slogan d'ailleurs classique, curieusement retourné par les extrêmes gauches et les extrêmes droites, on ne vit pas dans une vraie démocratie. C'est-à-dire que la démocratie doit toujours faire la preuve qu'elle est parfaite. Par contre, un régime autoritaire, il n'a pas à administrer la preuve de quoi que ce soit, il est là, et c'est la loi de la force qui compte, quoi. Et en plus, il peut prétendre qu'il produit des résultats, puisqu'il n'est même pas comptable de ces résultats. Donc ça, c'est un peu compliqué. Alors une deuxième chose que je trouve très intéressante dans le cinéma fantastique, c'est, là je réponds d'une autre manière si tu veux à ta question, j'embraye sur ce par quoi tu avais terminé, c'est que ça montre qu'au fond, ces films montrent que ce qui peut nous aliéner, ce n'est pas forcément ce qui nous force à faire quelque chose, mais ce qui nous pousse à faire quelque chose. Et que donc il y a beaucoup d'actes ou de réflexes qui conduisent à restreindre nos libertés, mais que nous prenons en toute connaissance de cause, ou en tout cas en ayant l'impression que nous le faisons en toute autonomie. Et un film comme des films comme de Terry Gilliam, par exemple, que ce soit le film Brasil ou L'Armée des 12 singes, montre comment une société qui se présente comme libérale, en fait, rend complètement fou les gens parce qu'ils ont l'impression de tourner en rond comme un hamster dans une cage, et ils ont le droit de tourner dans la cage, mais ils n'ont pas le droit d'en sortir, pour faire court. Et donc ça, c'est aussi une dénonciation d'une certaine forme de libéralisme, et de nouveau une dénonciation ambiguë, parce qu'elle mène aussi à une forme de paranoïa, c'est-à-dire que où situe la différence entre la rhétorique de Brasil et la rhétorique de Matrix, c'est-à-dire la rhétorique du ne pensez pas que parce que vous pensez faire quelque chose de manière autonome, c'est fait de manière autonome, et la rhétorique de vous pensez que vous êtes autonome, mais il y a de toute façon quelqu'un qui vous manipule. Et ça, cette rhétorique-là, elle mène aussi à une remise en question fondamentale des régimes libéraux et démocratiques, parce que ça, c'est vraiment, il suffit d'ouvrir le journal et on est toujours là-dedans, on est toujours dans la rhétorique du mais on nous cache quelque chose, on nous dit rien, tu es prisonnier du système, tu crois être illuminé alors que tu es aliéné. Et de nouveau, les régimes autoritaires ont toujours une sorte de point d'avance par rapport aux régimes démocratiques, puisque eux, quelque part, ils sont clairs. Bien, alors, est-ce que quelqu'un dans la noble assemblée souhaiterait intervenir, prendre la parole? Il y a un micro baladeur. Je ne sais pas si on m'entend bien comme ça, tout le monde m'entend? Oui, il y a un micro.
On vous entendrait encore mieux comme ça. Oui, mais faire un débat contre la technologie, enfin contre le rapport ambigu entre la technologie et la démocratie en commençant par un micro, je trouve que c'est un peu dommage. Enfin, c'est un petit point personnel. Oui, en fait, j'ai plusieurs questions. Tout d'abord, on a un peu parlé du neuromarketing. Est-ce que les caméras intelligentes pourraient aussi voir, par exemple, des faisceaux à l'intérieur des cerveaux? Parce que je sais qu'en neuromarketing, ça existe, que dans les rayons, on peut, sans aucun doute, avec des espèces de faisceaux, voir quelle est la réaction du client devant les rayons. Est-ce que les caméras intelligentes ont déjà ce genre de pouvoir? Ça, c'est déjà une question. Il y en a beaucoup d'autres, donc je crois que je vais d'abord écouter les réponses avant de passer aux autres questions. Non, donnez toutes vos questions. Ah, mais il y en a beaucoup. Hein. Oui, entre autres, je me demandais aussi, c'est connu que la dictature est un peu souvent basée sur des murs. Hein. On voit ça, entre autres, avec le mur en Israël. On voit ça un petit peu avec le mur en bas de l'Amérique du Nord. Il y a une excellente série qui s'appelle le feuilleton Les 4400, où on parle d'un mur entre les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Moi, je me demande si les écrans ne deviennent pas aussi une forme de mur, un mur plutôt un puzzle, un petit peu. Mais je me demande si la réalité virtuelle ne commence pas à devenir une nouvelle forme de dictature. Alors, j'avais aussi une troisième question aussi au niveau de ces enfants que Sarkozy voulait ficher, dans le sens que l'idée c'est que Sarkozy, dans son grand délire démocratique, si je puis dire, tenait à ce que les délinquants puissent être repérés avant même d'atteindre l'âge de 5 ou 10 ans. J'aimerais savoir si au niveau de la technologie, on en arrive déjà là, et en particulier, ça c'est un peu une double question, est-ce qu'on arrive déjà à ficher les enfants quand ils se servent des ordinateurs ? Par exemple via Facebook, etc. Et également, est-ce que ça ne fait pas partie de cette dictature, entre autres de réalité virtuelle, d'aller mettre comme ça en ordinateur dans les chambres d'un maximum de gosses, ce que je trouve quand même un petit peu aberrant. Alors, il y a encore une question aussi au niveau de la sensibilité. Est-ce qu'on ne devient pas tous des robots à force d'avoir, que ce soit un micro, que ce soit un GSM, que ce soit un GPS, que ce soit plein de gadgets à la 007? Est-ce qu'on ne perd pas beaucoup de notre sensibilité? Alors, également, je me demandais un petit peu la télé-réalité, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose d'un peu dictatorial? Je crois que c'est quelque chose un petit peu à développer. Alors aussi, je viens de rencontrer deux jeunes qui ne connaissaient pas du tout 1984 de George Orwell. Je lui ai immédiatement répondu, mais qu'est-ce qu'on vous enseigne à l'école? Donc je me demandais si au fond dans les écoles, alors que c'est quand même par là que j'ai appris ce que c'était, c'est vrai que c'était en 1983 aussi, comment est-il possible que les écoles n'enseignaient pas ça? Et donc je ne parle pas de grands complots, mais je crois que c'est une question aussi intéressante. Et également, je crois que je vais encore finir par trois questions. De un, concernant la STIB, il y a de plus en plus de caméras, il y a de plus en plus de contrôles, il y a de plus en plus de portiques, un peu comme le tiercé, si vous voulez. Donc ça fait vraiment penser à des prisons. Donc est-ce que vous n'avez pas vraiment l'impression que ce contrôle commence aussi un petit peu par là? Et on avait justement parlé du Mobib. J'ai rencontré par hasard le directeur de la STIB dans un tram. Il me disait non, Mobib c'est tout à fait anonyme. Donc j'aimerais savoir si effectivement Mobib c'est anonyme ou pas. Le directeur de la STIB me disait que non. Moi je n'avais pas d'argument à lui renvoyer. Quoi. Alors, j'ai vu aussi au Festival Attaque, Monsieur Jespers, dans un documentaire très intéressant sur le 11 septembre, qu'il y avait une opinion, je ne vais pas dire personnelle, c'est une opinion qui est partagée par beaucoup de monde, c'est que tout ça n'est quand même pas normal, les tours qui s'effondrent si vite, etc. Donc, s'il a une minute pour ça serait intéressant. Et je finirai aussi par l'argent, parce que l'argent est le nerf de la guerre. Maintenant, l'argent est au-dessus des politiques. C'est l'économie qui dirige les politiques, on le sait, surtout au niveau de la corruption. Qui est derrière Google et Yahoo, dans le sens qui contrôle au niveau politique, au niveau des contrôles démocratiques, des appareils aussi importants que Google et que Yahoo, et qui les finance, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes, style on cherche un site sur l'Holocauste, on tombe malheureusement sur un truc néo-nazi, on cherche un site à propos de l'islamisme ou de l'islam et on tombe par exemple sur Ben Laden. Voilà, c'était ma dernière question. Je vous remercie. Bien. Écoutez, il y a beaucoup de questions auxquelles on ne pourra sans doute pas répondre ici parce qu'on n'a pas de spécialiste du neuromarketing malheureusement, ni de spécialiste des prolongements robotiques humains. Mais enfin, je suppose que quelques-uns d'entre vous ont peut-être des réponses partielles à certaines des questions. Moi, je voudrais juste, avant de céder la parole à John ou à Didier ou à David, dire quelque chose sur Google
et les grands moteurs de recherche, etc. Je pense que personne ne les contrôle. C'est ça le gros problème. Ce sont des multinationales tellement puissantes qu'elles échappent à la législation parce qu'il n'y a pas de législation mondiale. Il n'y a de législation que nationale ou européenne au grand maximum. Et donc, elles peuvent, lorsqu'elles sont embêtées dans un endroit, simplement exercer leurs activités ailleurs. Néanmoins, dans des marchés limités et dans des portions limitées de leurs activités, il y a moyen quand même d'intervenir. Par exemple, les éditeurs de journaux belges sont parvenus à obtenir qu'en Belgique, en tout cas sur Google Belgique, on ne puisse plus, sur Google, distribuer du contenu informationnel gratuitement, du contenu venant des journaux, sans payer de droits d'auteur et sans payer de droits de diffusion. Donc, je pense que sur des aspects secondaires comme ça, il y a moyen d'intervenir, mais globalement, vous voyez bien que, par exemple, la Commission européenne essaye depuis longtemps d'imposer des conditions de fonctionnement à Google sur le marché européen, et même sur le marché européen, elle n'y arrive pas. Voilà. Alors, sur d'autres questions, il y avait peut-être David ? Oui. Vraiment un tout petit mot autour du neuromarketing qu'on commence doucement à aborder au sein de la Commission Nouvelles Technologies. En tout cas, c'est un point qui nous intéresse. Et ça me permet de faire le lien, en tout cas, avec les caméras de reconnaissance faciale qui sont clairement utilisées. Donc, il y a par exemple des scénarios de web TV interactifs par Internet qui peuvent détecter, justement, grâce à des webcams posées sur l'écran, qui peuvent directement voir la réaction, et donc étudier via le comportement facial, voir la réaction des spectateurs et en tirer des informations qui vont pourquoi pas peut-être aboutir au remontage ou de films ou en tout cas des informations intéressantes pour les prochaines productions. Donc très très clairement, il y a un champ d'application absolument énorme pour ce type de pratique, mais qui vraiment va décortiquer le consommateur au quotidien, bien qu'il l'aura déjà sans doute via l'ensemble des traces que le consommateur laisse sur la toile. C'est un peu l'effet Amazon, où en achetant 2-3 bouquins, on va vous prédire l'ensemble des bouquins qui vont vous intéresser par la suite, et souvent quand même tomber juste. Donc il y a vraiment le consommateur est vraiment tracé, je veux dire, d'un bout à l'autre de la chaîne, et voilà, et même sans doute via le neuromarketing, ces réactions vont pouvoir être automatiquement envoyées aux sociétés qui pourront les analyser. Donc c'est que en tout cas c'est une matière intéressante pour nous, parce que je veux dire, ça touche mine de rien à l'intime. Je voulais également peut-être juste un mot donc par rapport à la carte Mobib. Voilà, par rapport à la carte Mobib, on a pas mal travaillé à la Ligue autour de cette question-là, parce qu'elle pose évidemment la question de la vie privée, de la liberté de se déplacer de manière anonyme. Donc pour rappel, la carte Mobib, c'est un système de puce RFID, donc ça veut dire c'est une puce qui ne demande pas de contact avec, comme c'est le cas quand on mettait la carte, il fallait impérativement introduire cette carte dans une machine. Ici, à une certaine distance, cette carte peut être lue et donner ces informations. Alors le gros problème justement pour la Ligue, c'est que sur cette carte se trouve le nom de la personne, donc elle n'est absolument pas anonyme. C'est bien un des problèmes. Et on a déjà eu l'occasion d'en discuter avec l'ASTIB. On ne comprend pas pourquoi, d'une part, ce nom doit s'y trouver, parce que si contrôle il y a, de toute façon, le nom est clairement indiqué sur la carte, donc on va dire à l'ancienne. Et donc, et par ailleurs, et c'est le second gros problème, c'est que, en tout cas, la carte en tant que telle est cryptée avec un programme qui date des années 70. Donc la carte est extrêmement mal protégée. Donc là, clairement, on n'est pas du tout dans les nouvelles technologies, mais on est vraiment dans une technologie où, au moment où la carte mobile a été mise sur pied, ce modèle de cryptage était déjà complètement obsolète. Donc, d'une part, la question de l'anonymat,
le fait que cette carte, si ma mémoire est bonne, garde trace des trois derniers, j'allais dire compostage, on n'est plus dans le compostage, mais donc il y a une possibilité de traçage, en voyant le jour d'une manifestation où une personne a été, on peut voir ou pas si elle a été dans les stations dans lesquelles étaient organisées ces manifestations. Il faut savoir par ailleurs que maintenant, il y a des tests qui sont faits pour, en plus d'un compostage à l'entrée, certaines stations, il y aura un compostage à la sortie également. Donc ça veut dire que là, très clairement, tout le trajet est clairement défini et se trouve sur la carte. Voilà, on a eu pas mal de discussions avec la STIB autour de ça, donc qui nous oppose des questions de sécurité, d'informations qui permettent d'améliorer la gestion de la clientèle, les horaires en fonction d'où les clients. Alors ça, oui, ça a du sens, ça a clairement du sens, mais nous en tout cas, ça poserait clairement des problèmes de vie privée, d'anonymat. Et d'anonymat. Oui, le prétexte est toujours le même, pour les cartes de fidélité dans les grands magasins, pour les cookies sur Internet, c'est toujours de mieux connaître le client et donc de pouvoir lui mettre sous les yeux une offre qui correspond mieux à son profil, etc., etc. Mais ça, c'est le prétexte, mais derrière, il y a l'utilisation potentielle du fichier, et c'est un marché absolument gigantesque. Il y a un article dans Le Monde de ce week-end qui montrait à quel point les flux financiers générés par l'échange de fichiers venant d'Internet via les cookies, c'est un marché absolument gigantesque. Ça rapporte des milliards de dollars à des sociétés spécialisées dans la commercialisation de ces données. John ? Oui, comme tu le disais, je crois que ce qui est intéressant dans l'analyse de ces mécanismes d'information et de surveillance, et comme tu le dis, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas un pouvoir ou un système derrière, mais une multitude de micro-pouvoirs, de micro-systèmes, d'influences qui se mêlent, qui parfois rentrent en contradiction, parce qu'il ne faut pas croire qu'elles vont toujours dans le même sens. Et donc, quand on pose la question de savoir, tiens, qui est derrière, comme tu le dis, qui est derrière Google, qui est derrière Facebook, eh bien, un grand nombre de personnes qui ne sont pas toujours d'accord entre elles et qui agissent de manière pas toujours secrète d'ailleurs, mais en tout cas peu traçable. Et donc, je crois que c'est un des enjeux, s'il y a moins de retenir ça entre autres, des minutes qu'on passe, c'est de montrer qu'il y a certainement un grand nombre de risques et de dangers posés aux libertés individuelles ou aux droits fondamentaux à travers ces mécanismes de surveillance, mais que paradoxalement, elles ne peuvent ni nous conduire à suspecter un système unique derrière ça, et elles doivent aussi nous conduire à admettre l'idée que ces systèmes sont quelque part parfaitement compatibles avec des régimes non autoritaires, libéraux ou démocratiques. Et donc, quand vous posez la question, mais au fond, la télé-réalité ou l'écran, est-ce que ce n'est pas un signe de dictature virtuelle ? On pourrait dire plein de choses. On pourrait dire que c'est une perversion du débat public. On pourrait dire que c'est un appauvrissement de l'espace public. On peut dire que c'est une menace pour nos libertés. Mais toutes ces menaces sont parfaitement compatibles avec un régime, par ailleurs, pluraliste et démocratique. Et donc, c'est une raison à la fois pour ne pas tout à fait désespérer du monde dans lequel on vit. On ne vit pas dans le monde de Big Brother, mais aussi pour être d'autant plus vigilant dans le monde et dans la société dans laquelle nous vivons. Et pour répondre à votre question sur l'école, pour moi, Big Brother, c'est beaucoup moins un livre sur la surveillance qu'un livre sur le langage. Il ne faut pas oublier que l'autre grand motif de Big Brother, c'est le fameux ministère de la vérité qui dit la liberté, c'est l'esclavage, la liberté, c'est l'esclavage, et puis autre chose. Oui, c'est ça, la paix, c'est la guerre, etc. C'est-à-dire une confusion de toutes les catégories du langage. Et je crois que s'il y a bien une chose que peut faire l'école, ce n'est pas forcément de faire lire en fait Big 1984, qui sous beaucoup d'aspects n'est plus un livre si actuel que ça, mais de tout simplement lire de la bonne littérature. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire pour commencer. Voilà. Ouais. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient intervenir ? Oui. De la Ligue des droits de l'homme. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui est commun à tous ces sites.
c'est bêtement l'utilisation de Google Analytics, qui est un outil qui permet de tracer la navigation des gens de site en site. Et quand on sait qu'en France, par exemple, 45% des sites utilisent Google Analytics, ça veut dire que ça donne à Google le pouvoir de suivre la navigation des gens de site en site. Et donc ça permet aussi, par exemple, de faire de la précognition, en fait. On peut prédire que telle personne va avoir un enfant ou des choses comme ça. Donc on y est déjà, en fait. Mais ce qui m'étonne, c'est quel est l'intérêt pour la RTBF, le Soir, ou la Ligue des droits de l'homme d'utiliser cet outil? C'est parce qu'en fait, Google trompe les gens. Le webmaster croit que ça va être un outil d'analyse. C'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on nous présente. La véritable chose, ce que Google vend, c'est en fait la navigation des gens de site en site. Combien de temps il a passé sur telle page, puis il est allé sur telle page d'un autre site. Et ça, c'est très important. Et je ne comprends pas comment on fait encore des débats, et par contre, les intervenants ne se rendent pas compte que sur leur propre site, ils utilisent des outils qui tracent les gens déjà maintenant. Voilà, c'était ma question. Bon, ça c'est une question directe pour David. Alors, on en est parfaitement conscient. On en est parfaitement conscient. D'ailleurs, on évoquait Facebook tout à l'heure. Ça a fait l'objet d'un très long et large débat à la Ligue des droits de l'homme pour savoir si, oui ou non, nous montions sur Facebook. Alors là se pose toute une série de questions purement budgétaires, financières, pratico-pratiques. En gros, c'est un outil absolument extraordinaire de communication qui a l'avantage d'être gratuit. Alors, on va dire gratuit forcément avec toutes les données que l'on laisse. Et donc, on a in fine choisi d'y aller, mais avec l'idée, en tout cas, d'informer justement les personnes qui sont sur Facebook des dangers de Facebook. Alors vous direz, c'est dans la tempête, c'est peut-être une réponse de Normand, mais en tout cas, l'idée, c'est de donner régulièrement des informations en matière de nouvelles technologies et des informations justement sur les perversités éventuelles de Facebook. Si on ne s'y trouve pas, d'une certaine manière, on perd aussi une possibilité de toucher toute une série de personnes que par le fait qu'on est une association qui n'a pas énormément de moyens de communication, on perd un levier absolument incroyable de communication. Donc on a dû opérer un choix. Comme vous parliez de Google Analytics, que j'utilise parfois, ça me permet d'avoir des informations sur qu'est-ce qui est plus ou moins visité sur le site de la Ligue, qu'est-ce qui a bien fonctionné ou pas. C'est quand même un outil qui a du sens, en tout cas en termes de gestionnaire de site. Maintenant, ça fait aussi partie des discussions au sein de la Ligue, d'un moment passer en open source. Mais voilà, tout ça prend également du temps de réflexion, mais on est parfaitement conscient, quelque part, du paradoxe dans lequel on est, à la fois en faisant la critique de Facebook, tout en l'utilisant et en faisant même un outil presque prioritaire d'information. Depuis qu'on est sur Facebook, alors c'est peut-être pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais habituellement on a plus de monde dans nos interventions. D'ailleurs, je ne sais pas ici comment les personnes ont été informées de la tenue de ce débat, mais je suppose qu'il y en a qui ont dû l'être via Facebook. Comme disait Bertolt Brecht, la meilleure façon de contester l'opéra, c'est de faire un opéra. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui souhaitent intervenir ou... Oui ? Voilà, donc ma question, elle a déjà été un peu évoquée tout à l'heure. 1984, c'est pas juste Big Brother, c'est aussi tout le jeu sur la langue, où ils inventent la novlangue. Donc, et là, c'est un langage qui délibérément est pauvre pour ne pas pouvoir critiquer le parti. Est-ce que, donc ici, on va peut-être pas imaginer que le gouvernement fasse ça, mais est-ce que la télé-réalité, l'omniprésence des médias amène un appauvrissement de la culture qui au final pourrait conduire à un phénomène semblable? Alors ça, c'est un débat dans lequel je veux bien entrer, si vous avez 2 ou 3 heures devant vous. C'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'à mon avis,
quand on dit ça, on se réfère à une sorte d'idéal ou à une image d'un âge d'or qui, à mon avis, n'a jamais existé, qui serait l'image du monde d'avant les médias, où tout le monde était évidemment au courant de tout, où tout le monde avait une culture générale très approfondie, et où tout le monde lisait, et où tout le monde écoutait de la musique, etc., ce qui est évidemment pas vrai. Donc, je pense que les médias et la popularisation et la généralisation des médias ont effectivement un tas d'effets négatifs sur la constitution des représentations collectives, des stéréotypes, sur la manière dont nous voyons le monde dans lequel nous vivons, etc. Et je pense très certainement que pour atteindre le plus large public possible, les stratégies qui sont mises à l'œuvre dans les médias ne sont pas des stratégies élitistes, clairement, sont des stratégies d'abaissement du niveau. Mais en même temps, toutes les choses dont nous sommes conscients aujourd'hui, toutes les grandes problématiques sur lesquelles nous nous prononçons, dans 9 cas sur 10 ou même dans 99 cas sur 100, c'est à travers les médias que nous en avons été rendus conscients. Donc je pense qu'il faut avoir un regard nuancé sur cette façon de voir. Moi, je suis le premier à critiquer la façon dont les médias fonctionnent, mais je pense qu'une société sans médias, c'est une société sans liberté et sans opinion. Quelqu'un n'est peut-être pas d'accord. Peut-être juste un tout petit commentaire sur l'aspect appauvrissement culturel, si j'ose dire. C'est vrai, et là je parle évidemment du journal pour lequel j'ai parfois l'occasion d'écrire, mais je sais que c'est le cas dans d'autres médias aussi. La place réservée à la culture, évidemment, de plus en plus réduite, et la place qui reste, il faut encore la partager, je dirais, avec différents camarades et collègues. Donc il faut autant de la musique classique que du rock, que du théâtre ou du cinéma. Donc c'est parfois très compliqué, évidemment, pour fournir un contenu culturel divers et plus ou moins riche. Ceci dit, là c'est juste du papier. Et évidemment, on a aujourd'hui d'autres outils. Alors bon, évidemment, on rejoint les problématiques de se retrouver, tout ce que ça comporte de se retrouver sur Internet. Mais en termes de musique, par exemple, c'est clair que si on n'en trouve plus beaucoup dans les journaux, on peut en trouver beaucoup sur, je parle d'interviews, de découvertes, de choses comme ça, on peut en trouver beaucoup sur les blogs aussi. Alors il y en a certains qui sont tenus par des journalistes eux-mêmes, il y en a d'autres qui sont tenus par des gens qui sont aussi bien introduits dans le milieu, mais qui ne travaillent pas pour l'un ou l'autre média officiel ou installé. Donc évidemment, c'est clair que ça fait un peu référence à comme tu disais, le monde idéal d'avant qui n'a pas existé. C'est en train de se transformer aussi. Voilà, le tout, c'est que ce qu'on essaye de faire aussi quelque part, c'est de garder les gens, ou en tout cas de garder les gens curieux d'une certaine manière. Je crois qu'il y a une différence. En tout cas, une différence importante entre les phénomènes que vous évoquez et le cas de Big Brother, c'est que dans le cas de Big Brother, la novlangue est imposée. Ça ne veut pas dire que c'est plus ou moins grave ce qui se passe, mais qu'en tout cas, ici, dans les phénomènes que nous essayons de décrire, là, que les personnes ont le choix, ou en tout cas ont l'impression d'avoir le choix des mots qu'elles utilisent. C'est une différence qui est ambiguë, qui n'est pas sans risque, qui n'est pas sans point noir, mais qui est importante. Moi, je crois en effet qu'il ne faut pas se référer forcément à une sorte, je suis d'accord avec toi, une sorte d'âge d'or de la culture ou du débat public qui n'a jamais existé, mais je crois néanmoins qu'il faut toujours être attentif à deux choses. La première, c'est éviter qu'au sein de l'espace public, se créent différentes castes de langue ou différents niveaux de langue. Je reviens de 15 jours passés au Québec, qui est une société qui a ses problèmes comme toutes les sociétés, mais j'ai été frappé d'une chose, c'est l'idée que cette société, donc le Québec, s'est construite autour de l'idée du nationalisme québécois, qui était un nationalisme vécu comme un nationalisme d'opprimé. Et c'est une société pour qui il a été très important de créer des universités populaires, et d'apprendre pour faire cours aux ouvriers à bien parler et aller à l'université. En d'autres termes, à avoir la maîtrise du langage, et la maîtrise même d'un langage livresque. Et je me souviens, j'ai vu il y a 3 semaines un bon documentaire, il y a maintenant 40 ou 50 ans, réalisé par Edgar Morin, et un documentaliste, peut-être que tu as le nom de ce documentaire en tête, je crois que c'est Un été en France ou quelque chose comme ça, et qui interroge plein de gens durant l'été sur la manière dont ils se sentent. Et je devais reconnaître, il y avait un grand nombre d'ouvriers qui étaient interrogés. Et ce qui était très frappant, c'est de voir que ces ouvriers, en tout cas manifestement durant cette période-là,
s'exprimer de manière claire et articulée, y compris sur leur vécu, leurs problèmes, etc. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui disparaît un peu, c'est-à-dire la capacité des gens qui disposent du moins de ressources financières à néanmoins être formés politiquement, formés au niveau du langage et être capables d'exprimer ce qu'ils vivent. Et ça, c'est une première chose. Je crois que s'il y a une perversion, un risque que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la disparition de la culture ou du langage, mais la disparition de l'accès à la culture au langage auprès de certaines couches ou classes de la population. Des structures intermédiaires qui structuraient à la fois ces milieux et qui leur apportaient effectivement des compétences et des savoirs et qui ont disparu. Et la deuxième chose, et ça s'adresse à tous les publics, c'est être très vigilant, mais ça c'est presque notre rôle en tant que citoyen, tout simplement au sens des mots. C'est-à-dire que les mots c'est un endroit de bataille idéologique et de bataille politique, et que donc quand on entend à la télévision, ce n'est que du bonheur. Ce n'est pas, même dans une émission de télé-réalité, innocent qu'on prononce le mot bonheur plutôt que satisfaction, par exemple. Quand on parle de coût du travail plutôt que de cotisation sociale, ce n'est pas innocent non plus. Et quand on parle de partenaires sociaux plutôt que d'interlocuteurs sociaux, ce n'est pas innocent non plus. Ça veut dire qu'on suppose que ces gens sont supposés être partenaires plutôt qu'interlocuteurs éventuellement et possiblement conflictuels. Et donc, mais ça, c'est le travail, c'est notre travail en tant que militants, citoyens, journalistes, activistes, d'être très attentifs au sens que ces mots ont. Et si ça, c'est quand même quelque chose qu'Orwell peut nous apprendre, c'est qu'un mot, c'est toujours un mot qui prend place dans un champ de pouvoir. Ce qui n'est pas une raison pour le mépriser et considérer que ce n'est qu'un instrument, mais au contraire, d'être le plus attentif possible au sens qu'on lui donne. Voilà, mais ce sera heureusement ou malheureusement le mot de la fin, un très beau mot de la fin d'ailleurs. Merci, bravo. Merci à vous d'avoir assisté à cet échange et d'y avoir participé. Merci à David, à Didier et à John pour leur participation. Et rendez-vous l'année prochaine, puisque la Ligue est là chaque année au BIF. Merci à vous. Niveau fluidité.